Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP. Bonjour Agnès. Bonjour David. Merci d'être là. On parle du budget 2024. À ceux qui, à gauche, hurlent à l'austérité, que ce budget, vous leur répondez quoi? Bon, je pense que clairement, on n'est pas du tout dans l'austérité. Même l'OFCE, d'ailleurs, classé plutôt à gauche, l'a reconnu. Mais oui. Pas de logique austérité, nous a dit Éric hier aux Échos. Non, bien sûr, mais de toute façon, on le voit. En réalité, les baisses de dépenses, et on y reviendra tout à l'heure, c'est surtout arrêter des boucliers tarifaires qui existaient l'année dernière. Donc quand Bruno Retailleau dit 16 milliards d'euros d'économies, c'est rien. Le chef de file des Républicains au Sénat, il a raison. Nous, on a fait tous les calculs à la Fondation IFRAP, vous nous connaissez. On a 50 milliards de hausse de dépenses publiques au total en 24 par rapport à 23. Et on était déjà à 47 milliards de hausse de 22 par rapport à 23. Donc, en fait, en valeur, la dépense publique, elle continue d'augmenter de manière très, très importante. Toute la question, ce sont les sous-jacents. Est-ce que la croissance, l'inflation, qui sont calculés par le gouvernement, seront ceux qu'on nous présente? Justement, parlons-en. Sur les 1,4% de croissance attendue par le gouvernement, qui jusqu'à présent ne s'est pas trompé, parce qu'il a toujours tenu sa ligne des 1%, là où l'an dernier, il a beau jeu, Bruno Le Maire, de dire que les instituts de conjoncture se sont trompés sur 2023. Finalement, c'est le gouvernement qui aura raison. Oui, mais là aussi, sur la croissance 23, on sait qu'il y a une grosse partie qui est dopée par la croissance de la dépense publique. Et que... les résultats, on aura bien les 1% de croissance a priori attendus, prévus il y a un an par le gouvernement. Parce qu'on a aussi du dérapage de la dépense. Faut être aussi honnête. Parce qu'on dit toujours, ah bah oui, la France, on va être à 1%, les Allemands, c'est moins 0,4. Mais nous, on soutient massivement la croissance par de la dépense publique, et donc c'est à crédit, en faisant de la dette supplémentaire. Et c'est ça qui est intéressant de regarder, c'est qu'en fait, en PIB marchand, en création de valeur ajoutée marchande, on est très mauvais par rapport à nos partenaires européens. Là, on vient de faire un classement à la Fondation IFRAP, on est en dessous des 70% de PIB marchand dans le PIB, et on est avant-dernier sur la... Quelle est la moyenne européenne? C'est plutôt... Les bons pays sont 80. autour de 70%, plus de 70% même. On est à 70, nous. Non, 75, et nous, on est en dessous. Et on est à 20% de PIB non marchand. Et là, on est les plus hauts. Donc, vous regarderez toutes les publications qu'on a faites sur ce sujet, et on voit que les autres sont très au-delà de 70, et nous, on est en dessous. Et en PIB non marchand, là, on est les champions. Donc oui, on soutient la croissance avec de la dépense publique. Et c'est ça qui... Ce qui est vrai, c'est que sur les prévisions de croissance, évidemment, elles sont volontaristes, dira le gouvernement, mais c'est vrai que tout le monde est en dessous, entre 0,8 et 1,2% de croissance pour 2024, mais les recettes fiscales, évidemment, sont indexées sur cette prévision de PIB qui est effectivement un peu optimiste, nous a dit... 1,4%, le consensus des économistes nous dit 0,8%. Donc nous, on a tout recalculé à la Fondation IFRAP, et quand on regarde, et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que le gouvernement a une sorte d'histoire à raconter à Bruxelles. Montrer qu'on baisse le déficit par rapport au PIB, montrer qu'on a des dépenses publiques qui baissent par rapport au PIB, montrer que la dette baisse aussi par rapport au PIB, donc, ou alors qu'elle est stable, puisqu'on est à 109,7, qui continue à 109,7%. du PIB. Mais si vous recalculez tout, avec 0,8% de croissance et non plus 1,4%. Vous prenez la prévision la plus basse, là, quand même, de tous les instituts, parce qu'on a, le Haut Conseil des finances publiques dit consensus des économistes 0,8. Alors, si on recalcule avec 0,8, ça donne quoi? Ça donne un déficit public qui reste à 4,9 et qui ne passe pas à 4,4 en pourcentage du PIB. Ça donne une dépense publique qui stagne en part de PIB. Ça donne clairement une dette qui remonte un peu, non pas à 109,7, mais à un peu plus de 110, de l'ordre de 110,5%. Et ça, ce ne seraient pas des signaux positifs vis-à-vis de Bruxelles. Par ailleurs, ça ferait de nous, si on reste à 44,9%, et ça, je pense que Bercy l'a très bien compris. 44,9% de quoi? Si on reste à 44,9%, si on reste à 4,9% de déficit public. Ouais. Si on reste si on reste à 4,9% de déficit public, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est la lanterne rouge de la zone euro. On serait finalement les plus mauvais par rapport à tous les autres pays. Sur les prévisions qu'on a chez Eurostat, on voit très bien que les pires sont autour de 4,7, 4,8. Ça veut dire que clairement, on se positionnerait très très mal par rapport à nos partenaires. Donc Paris qui est fait largement sur la croissance, Paris, de mon point de vue aussi, sur l'inflation.
Le gouvernement qui attend 2,6% d'inflation fin 2024. On va rappeler on a eu les chiffres la semaine dernière, on est à 4,9% d'inflation sur un an au mois de septembre. Là aussi, c'est très optimiste. Certains diront que c'est un peu hasardeux, surtout avec un pétrole qui aujourd'hui est à $95. Je me demande d'ailleurs quelle prévision de pétrole ils ont pris pour arriver à 2,6% d'inflation fin 2024. Ah ben ça, tout le monde se pose des questions sur les sous-jacents. On posera la question à Thomas Cazenave, qui sera ministre du Budget, des comptes publics, qui sera avec nous la semaine prochaine. Les sous-jacents de cette prévision d'inflation, clairement, on ne les comprend pas tout à fait. Alors, le Haut Conseil des finances publiques disait en avril qu'il ne voyait pas décélérer autant l'inflation que le gouvernement. Maintenant, ils disent, bon, ça pourrait être plausible, mais c'est toujours optimiste. Nous, on pense qu'on sera plutôt autour de 3%, voire au-dessus. Là aussi, c'est compliqué. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que derrière, ça irrigue tout. Forcément, s'il y a plus d'inflation, il y aura aussi plus de recettes publiques. S'il y a plus de recettes publiques... Ah, donc c'est pas l'intérêt de l'État de mettre une inflation trop basse ? Pas forcément. Toute la question, et c'est pour ça qu'il faut tout le temps essayer de recalculer en permanence pour voir qu'est-ce que ça donnerait. C'est-à-dire, l'intérêt de l'État, c'est d'afficher finalement un taux de prélèvement obligatoire qui baisse, un taux de dépenses publiques qui baisse, un taux de dette qui baisse et un taux de déficit public qui baisse. Voilà. Donc ça, c'est leur intérêt actuel. Tout qui baisse sauf la croissance. Donc finalement, une inflation plus faible, ça leur permet aussi d'afficher des recettes qui ne sont pas aussi dynamiques qu'elles pourraient l'être. Parce que vous savez bien, David, on l'a vu ces 2 dernières années, avec l'inflation, ça rentre énormément dans les caisses publiques et on se retrouve avec des taux de prélèvement obligatoires qui grimpent alors que le gouvernement, dans le même temps, dit on a baissé de 60 milliards. C'est la faute de l'inflation, c'est pas la faute du gouvernement. Ah oui, mais bon, après, on peut aussi décélérer sur les taux. On peut dire on réévalue le taux, toute la question du barème de l'impôt sur le revenu, ça a été super intéressant ce qui s'est passé. Les réévaluations 2022 ont été super faibles par rapport à l'inflation qu'on a encaissée nous, alors qu'on est prélevé en direct. On aurait dû avoir... C'était augmenté de combien le barème en 2022 ? On était à de l'ordre de 1,5. Ah oui. Le travail est fait sur 2023, là, pour le coup. Oui, enfin d'accord, il est fait, mais nous on a fait tous les calculs là encore à la Fondation IFRAP, c'est super intéressant. Le gouvernement dit, c'est comme si je donnais 6 milliards aux ménages français qui payent l'impôt sur le revenu. Mais nous on a regardé depuis 2019, on a perdu 6 milliards parce qu'on ne nous a pas indexé du niveau de l'inflation. Le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Bah oui. Et puis alors par ailleurs, la surtaxe sur les hauts revenus, elle n'a jamais été indexée. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que c'est toujours 250 000 euros et 500 000 euros ? Comment ça se fait que c'est pas réévalué ça ? Comment ça se fait que sur l'IFI, il n'y a pas de réévaluation non plus ? Donc alors finalement, quand vous regardez partout sur toute la fiscalité, vous vous posez quand même... Sur les droits de succession aussi d'ailleurs aussi. Non mais partout. Non mais alors donc l'inflation est là, clac, et puis ça engrange les recettes publiques, ils disent c'est pas notre faute. Alors c'est pareil sur la taxe foncière, j'ai trouvé ça incroyable ce qui s'est passé ces derniers temps. On dit finalement c'est pas la faute du gouvernement, sont les maires qui augmentent les taux. Non mais attends, la réévaluation de 7,1% sur les bases cadastrales, ça a été voté par qui ? Ça a été décidé par qui ? Ça a été voté au Parlement et c'est un texte gouvernemental et ça a été rédigé par Bercy. C'est l'essentiel de la hausse quand même. Alors oui, c'est vrai, il y a des grosses lanternes rouges avec Paris, on se retrouve avec plus de 60% d'augmentation de la taxe foncière. Mais partout ailleurs, l'essentiel de la hausse, ça a été décidé au niveau central de l'État. Est-ce qu'on était obligé de faire 7,1% ? Non, on aurait pu faire beaucoup moins. Et ça aurait fait moins de taxes foncières à payer pour les Français. Donc là aussi, il y a un vrai sujet. Quel va être le vrai taux de prélèvement obligatoire de la France en 2024 ? Pour l'instant, personne n'est capable de le dire. Le gouvernement nous dit 44,4. Franchement, là, on n'en sait absolument rien. Ça dépend de l'inflation, de la croissance, mais ça dépend donc clairement de beaucoup de paramètres. Il est vraisemblable qu'on sera au-dessus. Quand Bruno Le Maire parle d'une première marche vers le désendettement avec ce budget, qu'est-ce que vous lui répondez ? Là encore, en termes de chiffres, on est toujours à 109,7 de dette par rapport au PIB. Donc, on ne peut pas dire que ça baisse énormément. Quand on revoit avec une croissance inférieure, on remonterait. On aurait une dette qui remonterait en part de PIB sur 24 et sur 25. Et un déficit public qui resterait à 4,9% comme en 2023. Et puis, si on fait nos projections jusqu'en 27,
on serait toujours au-dessus des 3% en 2027 en termes de déficit. Et puis en valeur, vous avez vu qu'on a dépassé les 3 000 milliards de dettes au sens de Maastricht. Bon, 3050. donc là, on est clairement dans une augmentation de la dette en valeur. Alors, est-ce qu'on est sur le premier pas vers le désendettement ? Moi, j'y crois pas trop, parce que finalement, tout ce qui est annulé en termes de dépenses, ce ne sont pas des dépenses structurelles. Ce sont des dépenses... on a débranché les boucliers tarifaires. Des dépenses exceptionnelles. Ça ne devrait même pas être compté comme économie. Alors pourquoi on compte ça comme économie ? Et puis par ailleurs, il y a d'autres, les revues des dépenses publiques. Je trouve ça super intéressant parce que Bruno Le Maire nous dit, bah voilà, ça fait 2 milliards d'économies sur le Pinel, 900 millions d'euros sur le prêt à taux zéro. Oui. Bon, mais finalement, d'ailleurs, il y a tout un étalement qui est prévu un peu plus large que ce qui était prévu initialement. Mais c'est pas des économies, ça. C'est des hausses d'impôts. Ce sont Alors c'est toujours le problème du débat entre dépenses publiques et dépenses fiscales. Est-ce qu'on est sur une baisse de la dépense, c'est-à-dire la dépense de fonctionnement, les dépenses des administrations, les dépenses de masse salariale, sur une baisse des aides? Ou est-ce qu'on est sur une baisse des réductions d'impôts? C'est ça. Mais attends, c'est quoi? Si on baisse des réductions d'impôts, on augmente le taux de prélèvement obligatoire. Ouais. Là aussi, c'est super intéressant. Ça veut dire que finalement, on nous dit qu'on fait des économies, mais en fait, c'est des hausses d'impôts. Et là, nous, on avait vu ça dans les 10 milliards qui étaient annoncés plus tôt au mois de juillet. On n'arrêtait pas de parler des 10 milliards d'économies. Dans les 10 milliards d'économies, on avait identifié 7 milliards de hausses d'impôts. C'est quand même... Et c'était la même chose. Après la crise de 2008, on avait exactement le même problème. Les budgets 2011-2012 étaient des budgets soi-disant d'économie, et essentiellement des budgets de hausse d'impôts à 80%. Donc ça veut dire que le gros des efforts est repoussé à 2025 en termes d'économie. Oui, et même le ministre Bruno Le Maire le reconnaît lui-même. Il dit maintenant il va falloir peut-être revoir les missions publiques, revoir dans le dur la répartition des politiques publiques entre les uns et les autres, entre les collectivités, la sécurité. C'est un discours qu'on a déjà entendu. Oui, on l'a déjà entendu. Et en fait, en réalité, pourquoi il ne commence pas tout de suite ? Parce que des économies, il y en a des milliards à faire. On sait que il faudra en trouver 12 milliards par an d'ici 2027 pour qu'on respecte nos engagements européens de revenir sous 3% de déficit public en 2027. Mais oui. On les trouve où alors ? Nous, on a fait toute une étude, sans faire trop mal. Programme de réforme 23-27, où on explique tout ce qu'on peut faire comme économie. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour faire des économies. L'école privée sous contrat, elle coûte beaucoup moins cher que l'école publique. Parce que ce n'est pas les mêmes niveaux de pension, de retraite, etc. etc. Il n'y a qu'à ouvrir plus de classes dans le privé sous contrat. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas plus en concurrence sur l'ensemble de nos services publics, ceux qui sont en délégation de services publics et ceux qui sont finalement... Exemple. Mais il y a plein d'exemples. Il y a toute la question des cliniques versus les hôpitaux. Dans plein de pays d'Europe, et notamment dans le nord de l'Europe, il y a des délégations de services publics, même pour l'équivalent des CHU. On n'est plus du tout dans des statuts à vie des agents hospitaliers. Dans tous les pays d'Europe, on est les seuls à avoir cette vision corsetée de la fonction publique hospitalière et beaucoup plus d'administratifs. Donc on dépense à tous les étages. Et le chiffre, il est donné par l'OCDE. Et c'est énorme. C'est 70 milliards de coûts supplémentaires de production de nos services publics et ça n'apporte pas une meilleure qualité. Parce que je l'ai aussi montré dans mon livre dernièrement, on a une baisse de la qualité sur les soins, on a une baisse de la qualité quand on veut aller chercher un titre passeport ou carte d'identité, c'est une catastrophe pour avoir un rendez-vous et pour avoir un titre d'identité dans le pays quand même qui dépense le plus d'argent public au monde. Donc on peut se poser la question quand même à un moment si c'est cohérent. On a un problème de baisse de qualité à l'éducation, ça on le dit, et Gabriel Attal le dit sur tous les tons, et il a tellement raison, mais à un moment il faut aussi se poser la question de pourquoi. Et alors ? Tout simplement parce qu'on a une vision hyper centralisée de la gestion de l'éducation nationale. C'est pas une question de deniers publics dans ces cas-là, c'est pas une question d'artisme. Oui, mais quand c'est centralisé comme chez nous, qu'on a à gérer presque 1 million de personnes qui travaillent pour l'éducation nationale, avec 100 000 profs qui se retrouvent pas devant les élèves, avec des gestions RH qui sont antédiluviennes, avec finalement zéro autonomie des établissements, tout se décide avec la grille de rémunération que vous soyez super impliqué ou pas du tout impliqué pour vos élèves, etc. Évidemment, ça peut créer que des frustrations. Et à la fin, ça coûte plus cher. Donc on met plus d'argent dans la machine et on a moins bien à la fin.
Donc, ce n'est pas qu'une question d'argent, finalement, c'est que la qualité des services publics. C'est aussi une question de valorisation du travail de ceux qui travaillent pour l'intérêt général, de mobilisation, de leur donner du sens, etc. Tout ça, ça fait combien d'années qu'on en parle? Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'on soit à un moment, et je crois qu'on ne fera pas l'économie de faire ça pour qu'on ait une vraie baisse de la dette, une vraie baisse du déficit public, c'est qu'on regarde la qualité qui est en face de ce qu'on met dans nos services publics. Mais des revues de dépenses publiques, on en a connu des tonnes. Non, mais là, une vraie évaluation de la qualité. Il y a des armoires palmarès. entiers de Est-ce que la Cour des comptes fait des palmarès de la gestion des collectivités locales? Non. Est-ce qu'on fait de la consolidation des comptes entre communes, intercommunalités, budget annexe pour voir où est planquée la dette au niveau local? Non. Est-ce qu'on est en retard par rapport à tous les autres pays sur la question justement de la transparence des comptes, des collectivités, des organismes sociaux, etc.? Oui. Est-ce qu'on doit se battre pour obtenir le moindre rapport annuel social, rapport social unique de ville? Oui, on se bat pendant des mois pour essayer d'avoir des documents qui en réalité sont obligatoirement publiables depuis la loi de 2019. Et publiés, normalement c'est une obligation légale. Donc tout ça, ça donne pas la transparence, on n'allume pas la lumière. Ouais, enfin, en tout cas, ça montre qu'il y aura de gros efforts à faire en 2025 en matière d'économie, si on veut respecter cette trajectoire financière promise à nos des économies, partenaires il y en a européens. Partout potentiellement à faire. Simplement, il faut vouloir les faire. Et ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut aboutir, on peut retourner sous 3% de déficit sans augmenter les impôts? Mais bien sûr, mais en les baissant. Mais regardez l'histoire de l'absentéisme, c'est un sujet super intéressant. Ça a été un sujet des IJSS, les indemnités journalières de sécurité sociale. Il ne se passera rien finalement. Non, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est passionnant. On a entre 15 et 16 milliards de dépenses d'indemnités journalières, donc ça c'est dans la Sécu, pour les salariés du privé. On a dit, c'est horrible, on dépense beaucoup trop en France, etc. Mais alors, on n'a pas du tout regardé les agents du public. Les agents du public, ils représentent que 20% des salariés et ça coûte 12 milliards par an. C'est un chiffre de la Cour des comptes. Donc, si vous faites un petit ratio, vous vous rendez compte qu'on dépense 7 milliards de trop par rapport au privé. Donc, si on était au même niveau d'absentéisme que dans le privé et dans le public, il y aurait 7 milliards de moins. 7 milliards, c'est énorme. Donc, on ne touche pas au privé, on s'intéresse au public. Non, mais c'est énorme, 7 milliards. On pourrait très bien dire, il y a 2 jours de carence pour tout le monde, privé, public, qui ne peuvent pas être pris en charge à chaque absence. On change un peu les règles, on a plutôt... Souvent dans le privé, les grandes entreprises les prennent en charge. On change les conventions collectives, on dit maintenant c'est 2 jours pour tout le monde. Voilà. Et puis alors là, vous faites baisser, mais drastiquement, des deux côtés. Et puis vous arrêtez de focaliser sur le privé et pour finalement oublier le public, alors que nous, ce qu'on montre à la Fondation IFRAP depuis des années, c'est qu'on a un énorme problème d'absence des agents dans certaines collectivités qui fait qu'à la fin, oui, c'est vrai, vous n'arrivez pas à avoir un passeport parce que forcément, s'il y a beaucoup moins de gens qui sont présents... ça délivre moins. Vous doutez, Agnès, que le gouvernement soit en capacité en 2025 d'être au rendez-vous des économies pour respecter sa parole? Je pense qu'on est dans un tournant, parce que c'est la charge de la dette qui va comme ça. Oui, c'est vrai, on a eu les chiffres, 10 milliards d'euros, l'année prochaine, 10 milliards de plus, rien que lié encore une fois à l'augmentation des taux d'intérêt. On passe à 48 milliards d'euros, 2 points de PIB pour rembourser les intérêts sur la dette française, 3 500 milliards. On vient de sortir une étude. Juste, mais ils ont pris quel niveau de taux d'intérêt à 10 ans, pareil, parce qu'on est à 3,5%, mais qu'est-ce qu'ils ont pris Ils ont pris 3,6 dans les prochaines années. Pour l'année prochaine, je parlais de l'année prochaine. Non, mais même, vous prenez la trajectoire des finances publiques sur les prochaines années jusqu'en 27. C'est bas de fourchette. Il ne dépasse pas les 3,6. Là, on était à 3,5 il y a quelques jours. Là, on est à 3,44 à 10 ans. Et encore, il y a une inversion de la courbe des taux. Vous avez vu que les taux courts, à court terme, ils sont plus élevés. Ils vont jusqu'à 3,7. Donc, ce qui se passe est absolument incroyable. On est sur une augmentation très, très rapide des taux sur la dette française. Et nous, ce que nous disons... Elle est soutenable ou pas, la dette française? Ça, c'est toute la question. Mais à un moment, il fallait... Oui ou non, Agnès? Moi, ce que je dis, c'est qu'on risque d'aller vers les 100 milliards de charges de la dette annuelle beaucoup plus vite que ce qu'on croit. 70 milliards en 2027. Oui, mais ça, c'est en comptabilité nationale. Oui, il y a une partie qui est lissée dans le temps. En comptabilité budgétaire, ce que ça nous coûte vraiment par an au niveau de l'ensemble des administrations publiques, on va largement dépasser les 100 milliards ou les 90. Allez, entre 90 et 100 à l'horizon. Donc on a un tournant parce que ce tournant, c'est que vous voyez bien que dans les années, on voyait au début des années 2000, on était à 43 milliards de charge de la dette. Puis après, on a baissé énormément, on est arrivé jusqu'à 36 au niveau du plus faible, autour de 36, 37 de charge annuelle. Alors, on avait triplé la dette, oui. mais... divisé par 2.
quasiment, La charge d'intérêt. un peu moins. Ouais. Mais bon. Et donc, à la fin, tout le monde disait, bah, c'est génial. Alors, plus on dépense, plus on s'endette, plus la dette est importante, moins ça coûte cher. Alors, pourquoi faire des efforts? Là, ça va être l'inverse. Plus ça va aller, plus la part du budget de l'État consacrée à la charge de la dette va devenir importante. Et quand là, on est... Importante, mais supportable. Ben, pas si supportable que ça, parce que quand ça devient le premier budget de l'État, que derrière, on a une part de déficit qui devient de plus en plus importante à cause de la charge de la dette, parce que en 2019, c'est 13% la charge de la dette dans le déficit de l'État. Là, nos estimations, c'est qu'en 27, ce sera 50%. Toujours avec un déficit public élevé, et 50%, ce sera du coût annuel de la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'endetter pour payer la charge de la dette. C'est quand même... C'est une logique mortifère. C'est quand même quelque chose d'assez grave. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que ce mouvement-là qui est en train de se passer, c'est la fin de l'argent magique. C'est clairement la fin du quoi qu'il en coûte, etc. C'est plus possible tout ça. Et que c'est le moment où il faut commencer à regarder ce qu'on fait de l'argent public dans notre pays. Mais pas en disant on arrête les mesures exceptionnelles, etc. Non, mais ça c'est pas de la gestion long terme. Après, en termes de timing, vouloir désendetter la France, appuyer sur le frein, réduire la dépense publique et faire des économies alors que la croissance ralentit, quand on nous parle de récession, est-ce que le timing est favorable? Mais David, c'est jamais le moment en France. Quand il y a de la croissance, on dit faut pas casser la croissance. Quand il n'y a pas de croissance, on dit il y a déjà pas de croissance, alors on va pas encore générer un risque de réduire encore plus la croissance. Et à la fin, on fait jamais rien. Les autres pays, ils ont mis des règles. Et c'est super intéressant de regarder ce qui se passe ailleurs. Ils s'endettent beaucoup moins sur les comptes sociaux, parce que dans plein de pays, il y a l'obligation d'équilibrer les comptes sociaux. C'est quand même un peu normal, non? Pourquoi s'endetter pour le chômage, s'endetter? Et alors c'est lunaire d'ailleurs, ce qu'on entend en ce moment. Il y a des excédents à Agirc-Arrco, des excédents chômage, alors on voudrait les récupérer pour faire autre chose. On veut en récupérer 1 à 3 milliards sur les... Non mais c'est incroyable. Donc on ne dit pas on va baisser les cotisations, on va faire quelque chose pour les salariés qui ont du mal, qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, d'inflation et tout. Non, on va récupérer l'argent pour faire autre chose. C'est toujours le problème de la cagnotte. Ou alors qu'on est très endetté sur le chômage, plus de 60 milliards de dettes, on dit non, on va récupérer cet argent. Mais ça n'a aucun sens. Donc, on devrait se désendetter ou alors baisser la pression sur le travail. Et on revient au point de départ, faire des économies. Juste avant de se quitter, on sera donc jeudi avec Thomas Cazenave, ministre des Comptes publics, la semaine prochaine. Et la question qui tue que je dois lui poser, que vous allez lui poser, parce qu'on passera à ce moment-là dans l'émission, on lui pose quoi comme question à Thomas Cazenave, la question qui tue? La question qui tue, c'est finalement quel est votre cap? Quel est votre programme de véritable redressement des comptes publics? Au-delà de jouer sur une croissance qu'on sait surévaluer pour l'année prochaine, ça ne suffit pas. On a trop joué avec ça ces dernières années et il faut vraiment avoir un plan sur plusieurs années, mais hyper clair. C'est-à-dire, on n'est jamais au clair. C'est-à-dire, où est-ce que vous allez faire les économies jusqu'en 27 avec un vrai chiffrage, et où est-ce que vous allez pouvoir en face baisser la pression fiscale, parce que la pression fiscale empêche la compétitivité de notre pays, nous empêche de nous réindustrialiser, nous empêche de créer des emplois. Et bon, ce serait un autre débat, mais on sait très bien que le taux de chômage affiché à 7%, en réalité, il n'est pas totalement sincère. Donc, il y a encore énormément de travail pour remettre la France dans l'axe de la création de richesse. On est 25e en richesse par habitant. On était 11e. Dans le monde? Ouais, on était 11e dans les années 80. Un gros décrochage. Non, mais il y a un gros décrochage. J'ai encore regardé les chiffres tout à l'heure, c'est absolument incroyable. Donc là, on a des défis devant nous qui sont énormes. C'est possible de les relever, mais il faut un vrai programme. C'est pas juste regarder PLF par PLF, qu'est-ce qu'on va rogner sur ce qu'on a dépensé en plus l'année d'avant et qui était exceptionnel. C'est comment on recale les choses. Et ça, pour moi, ça passe par la transparence, c'est-à-dire dire comment on dépense l'argent des Français. Il faut absolument que nous, en tant que citoyens, tous, on se saisisse de ce sujet, parce que c'est notre bien commun, c'est un sujet qui nous concerne tous, parce que c'est l'avenir de prospérité de la France ou pas. Et c'est maintenant que ça se joue, parce que justement il y a ce retournement des taux, et parce qu'il y a ce point de bascule, et cette pédagogie qu'on peut faire pour expliquer à quel point 1 euro d'argent public, c'est devenu beaucoup plus précieux que dans les années antérieures où on avait cette impression d'argent facile.
Voilà, c'est très clair. Merci beaucoup en tout cas. Entretien avec Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP. Entretien à retrouver dès 14 h en replay sur Boursorama. Merci Agnès. Merci David.